Merci beaucoup, Monsieur Boniver, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie très sincèrement de me donner la parole à votre tribune ce matin. J'en suis vraiment très honoré. Le sujet que je vais aborder va être sensiblement différent de celui de Madame Van Lien, puisque nous allons parler d'anesthésie générale et de la façon dont elle nous permet d'explorer les profondeurs et les méandres de la conscience et de l'inconscience. Alors, vous constaterez au cours de mon exposé que certaines des références citées sont marquées d'une astérix. Elles correspondent aux publications émanant de notre équipe de recherche liégeoise dans le domaine ou émanant de collaborations que nous avons eues avec des équipes à travers le monde. Alors, l'anesthésie générale, c'est une procédure extrêmement courante. Tous les jours dans le monde, des millions de patients sont anesthésiés, et ce, de façon de plus en plus sécuritaire, puisque la mortalité liée à l'anesthésie a très fortement chuté ces 50 dernières années. Alors, en tant qu'anesthésiste, nous administrons l'anesthésie à nos patients de manière à leur permettre de tolérer des interventions douloureuses ou désagréables, et pour ce faire, nous leur donnons des agents anesthésiques qui ont certains effets sur l'organisme, effets que l'on appelle effets pharmacodynamiques. Ces effets pharmacodynamiques sont réversibles, heureusement, ils sont nombreux, et parmi ceux-ci, il en est un que l'on retrouve de façon constante, c'est l'altération de l'état de conscience. Mieux que cela, avec nos agents anesthésiques, en fonction de l'agent administré et en fonction de la dose administrée, nous sommes capables de moduler de façon tout spécifique certains aspects de la conscience. Si je prends comme exemple un agent très couramment utilisé qui est le propofol, nous sommes capables de déconnecter nos patients complètement de leur environnement et de supprimer tout phénomène conscient, pour autant qu'on atteigne évidemment des doses suffisantes. Tout se passe comme si nous les plongions dans une sorte de trou noir d'où nous les retirons une fois l'intervention terminée. Mais d'autres agents ont des propriétés radicalement différentes. Ainsi, par exemple, la kétamine nous permet aussi de déconnecter les patients de leur environnement, mais lorsque vous regardez ces patients, ils ont l'air éveillés, ils ont les yeux ouverts, mais vous êtes incapable de communiquer avec eux. Pendant ce temps-là, ils vivent des expériences oniriques intenses et tout se passe comme si nous les enfermions dans un bocal, isolés de leur environnement, où ils vivent des expériences conscientes intérieures. Un autre exemple est celui des agonistes alpha-2 adrénergiques, comme la dexmédétomidine ou la clonidine. Ces agents sont capables d'induire une sédation qui est, en réalité, comportementalement parlant et électrophysiologiquement parlant, très proche du sommeil lent physiologique. Mais ces patients qui reçoivent des alpha-2 agonistes restent aisément éveillables par une stimulation extérieure. Tout se passe comme s'ils restaient, en quelque sorte, connectés avec leur environnement, malgré qu'ils soient sédatés. Bien. On entrevoit ici que nous pouvons assez finement moduler la conscience et certains de ces aspects, et on entrevoit l'intérêt que peut avoir l'étude du fonctionnement cérébral sous anesthésie pour étudier la conscience elle-même, mais aussi les mécanismes de l'anesthésie. Et nous avons à notre disposition pour cela des outils sophistiqués, comme par exemple la tomographie à émission de Cousiton, la résonance magnétique fonctionnelle ou encore l'EEG haute résolution. Nous y reviendrons. Les applications potentielles de cette recherche sont multiples. L'exploration fonctionnelle cérébrale sous anesthésie va nous permettre, je l'ai déjà dit, de mieux comprendre les mécanismes de la conscience et d'éventuellement valider les théories qui sont avancées actuellement pour expliquer les phénomènes conscients, nous permettre de mieux comprendre les mécanismes de l'anesthésie et en corollaire de pouvoir imaginer éventuellement de nouvelles techniques de modulation de la conscience, techniques qui pourraient être pharmacologiques ou non pharmacologiques. Et cela va nous permettre aussi d'améliorer le monitoring de la conscience sous anesthésie, de manière à éviter un événement très désagréable à nos patients, c'est celui du réveil accidentel en cours de procédure avec mémorisation de l'événement. Ce sont tous ces aspects que nous allons passer en revue ce matin, en commençant par définir la conscience du point de vue de l'anesthésiste réanimateur,
Nous décrirons ensuite brièvement les outils, quelques-uns des outils qui sont à notre disposition pour explorer le cerveau en fonctionnement. Nous ferons ensuite l'état de la question, l'état des connaissances actuelles en ce qui concerne les mécanismes de la conscience et de l'anesthésie, et nous terminerons par un petit mot sur le monitoring de la conscience, avant qu'on... Bien. Il existe de nombreuses définitions de la conscience et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Des termes comme conscience, rêve, état d'éveil, réactivité, conscience de soi, pensée, contenu mental sont souvent utilisés et mélangés pour aboutir à des définitions qui peuvent varier suivant le domaine auquel on fait référence, qu'il s'agisse de la psychiatrie ou la psychologie, l'anesthésie-réanimation, la neurochirurgie, la neurologie, voire la philosophie. Du point de vue de l'anesthésiste réanimateur, on distingue souvent deux entités. La première est la vigilance, ou état d'éveil, qui correspond à la capacité que l'on a d'ouvrir les yeux. La seconde est le contenu mental, qui correspond à la capacité que l'on a à avoir des comportements orientés et des pensées conscientes. On considère généralement que le niveau de vigilance est sous la dépendance de l'activité de structure sous-corticale, du tronc cérébral, avec de nombreuses projections vers le cortex, qui maintiennent en quelque sorte l'éveil cortical, et que le contenu mental est généré, lui, plus spécifiquement, au niveau du cortex cérébral. Alors, ces deux entités nous permettent de caractériser un certain nombre d'états cliniques. Si, de façon très schématique, on place en abscisse le niveau de vigilance et en ordonnée la richesse du contenu mental, un sujet normal éveillé va se situer ici. On pourra classer aussi au même endroit les patients loctines qui, suite à un accident neurologique, se retrouvent incapables du moindre mouvement. Ces patients-là, ils ont un contenu conscient normal et un niveau d'éveil normal. Les patients en coma vont se situer ici dans l'échelle. Ils ont un niveau de vigilance nul et un contenu mental nul. S'ils récupèrent quelque peu de leur coma, ils peuvent passer à ce que l'on appelait avant un état végétatif permanent, qu'on a plutôt tendance à appeler actuellement un état d'éveil non répondant. Chez ces patients, le niveau de vigilance est variable, mais ils ont un contenu mental très court. S'ils récupèrent encore plus avant, ils peuvent passer en état de conscience minimale. Là, le niveau de vigilance est fluctuant, de même que le contenu mental qui reste quand même assez court. Je placerai le sommeil physiologique ici, avec un niveau de vigilance qui varie en fonction de la profondeur du sommeil, et un contenu mental qui peut varier aussi en fonction de la présence de rêves plus ou moins riches. Enfin, je placerai l'anesthésie ici, qui, même si on l'appelle un coma pharmacologique, peut se présenter avec des niveaux de vigilance variables en fonction de la profondeur de l'anesthésie, avec un contenu mental également variable, car le rêve est possible sous anesthésie. Mais d'autres concepts sont également intéressants en anesthésie-réanimation, car ils nous permettent de mieux appréhender les intervenants de la conscience et donc de mieux en comprendre les mécanismes. À côté de la conscience, en tant que telle définie comme la présence d'un contenu mental, on peut définir la connexité avec l'environnement, connectedness des anglo-saxons, qui correspond à la capacité que l'on a de percevoir notre environnement, d'être connecté à celui-ci. Et ce n'est pas la même chose que la responsiveness des anglo-saxons ou réactivité à un stimulus, qui peut, sous anesthésie, survenir en l'absence de conscience en tant que telle. Ainsi, sous anesthésie, nous allons essayer de garder le plus souvent possible nos patients inconscients et déconnectés de leur environnement. Il peut arriver qu'ils présentent une réactivité à un stimulus, ce de façon inconsciente. Ils peuvent aussi faire l'expérience de phénomènes conscients en cours d'anesthésie, si par exemple ils rêvent. On va parler là de conscience déconnectée. Et je le répète, le but ultime sera de les maintenir dans un état tel qu'ils sont déconnectés de leur environnement et qu'ils ne peuvent pas faire l'expérience de réveil accidentel avec mémorisation.
Quant aux correspondances fonctionnelles de ces notions, on s'accorde généralement à penser que le compétence est évidemment généré au niveau cortical, que la réactivité à un stimulus fait intervenir plutôt des structures sous-corticales et limbiques, et que la connexité dépend d'une interaction entre les deux. Bien. Alors, quels sont les outils qui nous permettent maintenant d'étudier le fonctionnement cérébral sous anesthésie? Je ne décrirai ici que les outils que nous avons à notre disposition à Liège et que nous maîtrisons, mais il en existe d'autres. Les premiers à avoir exploré le cerveau en fonctionnement sous anesthésie, pionniers dans le domaine, sont l'américain Al Tyler et le québécois Pierre Fizet, avec qui j'ai eu la chance de travailler à la fin de ma formation d'anesthésie de réanimation. Et c'est au cours de ces 2 ans à Montréal que j'ai pu me familiariser avec les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale. Ces 2 auteurs ont utilisé la tomographie à émission de positons. Le principe de cette technique consiste à injecter au patient ou au volontaire un traceur marqué d'un isotope radioactif émetteur de positons. Lorsqu'un positon rencontre un électron, ils s'annihilent l'un l'autre et émettent en direction opposée 2 rayons gamma de même énergie. Le traceur se distribue dans l'organisme et les émissions de rayons gamma peuvent être détectées par une série de détecteurs placés autour de la structure étudiée. On peut utiliser en TEP différents traceurs, comme par exemple l'eau marquée, qui va donner une idée de la distribution du débit sanguin cérébral régional. On peut utiliser du glucose marqué, qui va donner une idée du métabolisme cérébral. On peut utiliser différents agonistes ou antagonistes de récepteurs, etc. Les informations obtenues sont plutôt de type comparatif. On compare une situation de base avec une situation expérimentale, on parle ici d'études d'activation. Je vous montre un exemple ici des activations, des augmentations de débit sanguin cérébral régional cortical générées par une stimulation vibrotactile appliquée au niveau de l'avant-bras. Ici au niveau du cortex sensitif primaire, le cortex sensitif secondaire et au niveau thalamique. Un peu plus tard est arrivée la résonance magnétique fonctionnelle. Cette technique est basée sur l'effet BOLD ou Blood Oxygen Level Dependent Effect. Elle est basée sur le principe suivant, c'est que lorsqu'une région cérébrale s'active, le débit sanguin cérébral régional augmente de manière à assurer l'apport en besoins énergétiques. Cette augmentation est proportionnellement excessive par rapport aux besoins réels, si bien que la concentration locale en oxyhémoglobine augmente par rapport à la déoxyhémoglobine. Or, ces 2 molécules ont des propriétés magnétiques différentes, et c'est ce signal qui peut être détecté en pondération T2. En résonance magnétique fonctionnelle, c'est le débit sanguin cérébral régional que l'on étudie, et on peut obtenir des informations de type activation, comme en TEP, mais aussi on peut établir des liens de dépendance statistique d'une région à l'autre au niveau du cerveau, et donc de connectivité fonctionnelle entre régions, puisque si leur activité varie de façon synchrone, ça veut dire qu'elles sont connectées fonctionnellement par l'ordre de connectivité fonctionnelle. Un autre outil extrêmement intéressant est l'électroencéphalographie à haute densité, qui consiste à appliquer un nombre impressionnant de capteurs sur le scalp des individus, d'enregistrer le signal électrique et le tracé ainsi obtenu peut passer au travers d'une série d'analyses plus ou moins complexes, donnant des informations nombreuses, et notamment en termes aussi de connectivité fonctionnelle. L'intérêt ici, c'est que c'est un signal beaucoup plus direct que l'on mesure et non pas un paramètre indirect comme le débit sanguin cérébral régional. Et donc, on parle de connectivité effective grâce à ces techniques. On peut coupler les EG haute densité avec la stimulation magnétique transcrânienne, qui consiste à appliquer un stimulus au niveau cortical à travers le scalp et le crâne en s'aidant d'un champ magnétique puissant.
Et la réponse évoquée au niveau cortical peut être enregistrée, mais aussi sa transmission vers d'autres régions du cortex. Comme je vous le disais, donc, ces techniques permettent une mesure plus directe de l'activité et une appréciation de la connectivité effective et de l'influence causale de l'activité d'une région cérébrale sur une autre. Ceci m'amène à vous parler des progrès récents qui ont été faits dans le domaine de la compréhension des mécanismes de la conscience. On savait depuis longtemps que le cycle veille-sommeil était sous la dépendance de structures corticales nombreuses et complexes avec des systèmes de neurotransmission que je ne détaillerai pas ici, qui maintiennent en quelque sorte le réveil cortical. Mais les choses sont restées longtemps plus floues en ce qui concerne les mécanismes générateurs du contenu mental. Et on s'est aperçu qu'il existait au sein du cortex un certain nombre de réseaux fonctionnels qui semblent être à l'origine de ce contenu mental. Ces réseaux ont d'abord été mis en évidence chez le sujet éveillé, mais couché, les yeux fermés, et ne faisant rien d'autre que laisser vagabonder son esprit. On a pu ainsi mettre en évidence ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui implique des régions frontale et pariétale ou médiane, ainsi que le thalamus, et qui est responsable de la conscience de soi. C'est le Default Mode Network ou DMN. Il existe aussi un réseau du contrôle exécutif qui implique des régions frontales et pariétales, mais plus dorsolatérales, et qui nous permet d'avoir conscience de notre environnement. C'est ce que l'on appelle l'Executive Control Network ou ECN. De façon assez intéressante, ces deux réseaux, le DMN et le CN, sont anticorrélés, c'est-à-dire que lorsque l'un est actif, l'autre ne l'est pas, et vice-versa. Donc, nous oscillons en permanence entre un état d'attention à notre environnement et un repli sur nous-mêmes vers notre langage intérieur. Il existe aussi un réseau de la pertinence, ou Salience Network, qui implique des régions singulaires antérieures paralymbiques, des régions fronto-insulaires et différentes structures sous-corticales et limbiques. Il existe des réseaux aussi sensoriels, comme ici le réseau auditif, qui peut être gauche ou droit, le réseau visuel, gauche ou droit, et de nombreux autres, bien détaillés dans l'excellent Damoiseau en 2006. La découverte de ces réseaux a permis de conforter certaines des théories avancées pour expliquer les phénomènes conscients. Et parmi celles-ci, deux prédominent. Elles sont d'ailleurs apparentées. La première, c'est la théorie de l'espace global du travail, ou Global Workspace Theory, qui compare la conscience en quelque sorte à un théâtre. Elle postule que l'information générée par le cerveau est mise en commun dans un espace global de travail, que ce sont différents éléments régulateurs qui font passer l'un ou l'autre élément vers le devant de la scène, sous les projecteurs, dans le champ de la conscience. L'autre théorie qui prédomine actuellement est celle de l'information-intégration. Cette théorie-là postule que ce sont des schémas stéréotypés d'activité cérébrale qui génèrent l'information et que c'est la communication entre régions cérébrales qui permet l'intégration de cette information. On le voit, l'existence des réseaux corticothalamiques colle bien avec ces différentes théories. Que se passe-t-il maintenant sous anesthésie? Eh bien, la réponse n'est pas simple parce que les agents anesthésiques qui sont capables de moduler l'état de conscience ou agents anesthésiques hypnotiques appartiennent à des classes chimiques très variées. Ça va du simple atome comme le xénon jusqu'à des molécules beaucoup plus complexes comme les stéroïdes. Et aussi, ils ont des cibles biochimiques variables et très largement distribuées dans le cerveau, comme par exemple le récepteur GABA, le récepteur au glutamate de type NMDA, certains canaux potassiques, etc. Malgré le fait que l'altération de la conscience soit une propriété commune aux hypnotiques, nous avons vu que la façon dont la conscience est modulée est dose dépendante et qu'elle peut être variable d'un agent à l'autre, et ceci est probablement en rapport avec des différences en termes de cibles biochimiques pour chacun de ces agents.
les liens fonctionnels entre ces cibles et les observations au niveau fonctionnel restent à établir. On est passé en fait d'une conception holistique des mécanismes de l'anesthésie à une conception beaucoup plus ciblée. On s'est rendu compte progressivement que les agents anesthésiques ne sont pas des marteaux, mais plutôt des pinces à épiler. Les premiers à avoir montré ça sont Fizet et collaborateurs ainsi que Alcal. Ils ont montré, ici chez des volontaires recevant du propofol, que l'activité cérébrale diminue de façon spécifique dans certaines régions cérébrales en fonction de la période administrée. Par exemple, au niveau thalamique, au niveau préfrontal, au niveau précunéal et singulaire postérieur, ainsi qu'au niveau du tronc cérébral. Par ailleurs, des équipes étudiaient chez l'animal l'effet des agents anesthésiques sur tous ces systèmes de neurotransmission sous-corticaux qui régulent le cycle veille-sommeil, et ils ont démontré un certain nombre d'effets sur ces systèmes. Mais la transposition de ces découvertes à l'homme in vivo est loin d'être évident. Surtout qu'on s'est aperçu que l'effet des agents anesthésiques, et en particulier celui du propofol, semble être d'abord cortical avant d'être sous-cortical. Vous voyez ici l'activation provoquée par une stimulation vibrotactile que je vous montrais tout à l'heure. Et au fur et à mesure que l'on augmente la concentration de propofol, ce sont d'abord les activations corticales qui disparaissent avant les activations sous-corticales. D'autres équipes l'ont démontré aussi, comme par exemple ici chez des patients bénéficiant de l'implantation d'électrodes de stimulation profonde pour les soulager de leur maladie de Parkinson. Ça s'est fait chez Lionel Velli à Marseille, qui a montré que le propofol modifie d'abord l'activité corticale avant l'activité sous-corticale thalamique lorsqu'on augmente progressivement les doses de propofol. Donc les chercheurs se sont tournés vers le cortex et ont essayé d'un peu mieux connaître les effets des agents anesthésiques hypnotiques à ce niveau. Et les premiers à avoir fait ça sont Ferrarelli et collaborateurs qui ont utilisé l'EEG couplé à la TMS. Ils ont administré à des volontaires du midazolam, qui est une benzodiazépine, et ils ont montré que l'onde évoquée au niveau pariétal par la stimulation magnétique, qui est normalement transmise vers les régions frontales, est bloquée par l'administration de cette benzodiazépine. Un peu plus tard, à Liège, dans notre équipe, nous avons étudié des volontaires recevant du propofol en résonance magnétique fonctionnelle. Et nous avons pu montrer que la connectivité dans le réseau du mode par défaut diminue en fonction de la concentration de propofol reçu. C'est la même chose dans le réseau du contrôle exécutif. Et l'anticorrélation entre ces deux réseaux disparaît également sous propofol. En revanche, dans les réseaux sensoriels, la connectivité semble paradoxalement pas mal préservée. Allant plus avant dans l'analyse de ces données, nous sommes aperçus que, en réalité, la connectivité dans les réseaux sensoriels est quand même altérée dans le sens d'une augmentation de la connectivité inhibitrice locale et une diminution de la connectivité longue distance au niveau du cortex sensoriel. Appliquant un autre type d'analyse à nos données de résonance magnétique fonctionnelle, nous avons pu aussi montrer que l'effet du propofol semble être d'abord cortical, avec une diminution du flux d'informations au sein du cortex. Tout se passe comme si les différentes régions cérébrales s'isolaient les unes des autres. Mais le propofol ne provoque pas que des diminutions de connectivité. Ainsi, nous et collaborateurs ont montré qu'une petite région ici du précunus antérieur augmente sa connectivité avec des régions frontales et visuelles au fur et à mesure qu'on augmente la concentration de propofol. La signification fonctionnelle de ceci n'est pas encore connue avec précision, mais ça doit être intégré dans le tableau général de modification de connectivité sous anesthésie. Alors si on fait un bref résumé des modifications de connectivité sous propofol, à faible dose, on s'aperçoit que
le propofol diminue l'anticorrélation entre le réseau de conscience par défaut et le réseau du contrôle exécutif. Il diminue la connectivité entre le réseau de la pertinence et le réseau du contrôle exécutif, mais que la connectivité thalamocorticale dans les réseaux sensoriels semble bien préservée. À des doses plus importantes, la connectivité diminue drastiquement dans tous ces réseaux de la conscience, de même que l'anticorrélation avec une relative préservation de la connexion thalamocorticale entre le thalamus et les réseaux sensoriels. Alors d'autres agents ont eux aussi été étudiés et je ne résiste pas ici au plaisir de vous montrer des données toutes récentes acquises par notre équipe, qui ne sont pas encore publiées, je le précise, mais qui concernent l'administration de kétamine à des volontaires et chez qui nous avons aussi étudié la connectivité en résonance magnétique fonctionnelle. Vous voyez ici ce qui se passe dans le réseau par défaut, le fameux DMN. On constate une diminution de la connectivité au sein de ce réseau qui semble se déplacer plutôt vers des régions postérieures. En revanche, dans le réseau du contrôle exécutif, la connectivité semble simplement s'éteindre. Au niveau du réseau auditif, là se passe un peu comme dans le DMN, la connectivité semble se déplacer vers des régions plus postérieures, idem au niveau du réseau visuel. Bien, les modifications donc, de connectivité sont complexes, y compris sous kétamine, et les modifications observées doivent encore être interprétées avec précision, mais sont peut-être en rapport avec l'activité onirique intense que les sujets vivent pendant leur anesthésie sous kétamine, tout en étant déconnectés de leur environnement par une diminution de la connectivité dans le réseau du contrôle exécutif. Bien. Donc nous sommes encore loin d'avoir le tableau complet des modifications de connectivité sous anesthésie, mais à ce stade-ci, on peut dire plusieurs choses. C'est que sous anesthésie, l'anesthésie s'accompagne d'augmentation et de diminution de connectivité. Les modifications ne sont pas les mêmes d'un agent à l'autre et elles sont dose dépendantes. Ces observations constituent aussi une preuve indirecte de la réalité physiologique des réseaux de la conscience. Il reste encore beaucoup de pain sur la planche et il reste à déterminer les différents liens qu'il peut y avoir avec les différents états cliniques et ce qui correspond exactement au rêve, à la connexité ou à la conscience elle-même. Il reste à déterminer aussi les liens entre les effets des agents anesthésiques sur leur cible biochimique et les effets observés au niveau macroscopique, ainsi que les liens avec les systèmes de la vigilance et les systèmes régulateurs du cycle veille-sommeil. Là, il y a encore beaucoup de questions non résolues. Je terminerai par quelques mots sur le monitoring de la conscience, qui n'est pas un souci récent pour les anesthésistes réanimateurs, parce que la clinique, de ce point de vue, est décevante, elle est peu sensible et peu spécifique. Donc, il faut détecter la survenue d'un éventuel réveil peranesthésique accidentel. Et nous avons à notre disposition actuellement toute une série d'index paracliniques, DEG et DEG, qui sont censés refléter l'état de conscience des patients. Le principe du calcul de ces index est le suivant. À partir d'une trace électroencéphalographique, un certain nombre de paramètres décrivant le tracé sont extraits et passent au travers du mixeur d'un algorithme mathématique de manière à obtenir un index qui varie entre 0 et 100, 100 correspondant à l'état d'éveil normal, 0 au stade le plus profond de la sédation. En gros, 0 correspond à un EEG plat. Il existe sur le marché toute une série de moniteurs dont l'algorithme varie d'un moniteur à l'autre, mais qui sont plus ou moins équivalents. Alors on a cru à un moment donné que ces moniteurs allaient nous permettre de réduire l'incidence du réveil paranesthésique accidentel si on les utilisait couramment en anesthésie-réanimation. Or, ils se sont avérés relativement décevants de ce point de vue. En réalité, leur utilisation permet de réduire cette incidence, mais seulement chez des sujets
à risque. Par exemple, chez des traumatisés, chez des patients instables hémodynamiquement parlant, chez qui on est obligé de lever le pied, de réduire très fort les doses anesthésiques. Mais ils ne sont pas supérieurs à l'utilisation d'une alarme de concentration trop faible d'agents anesthésiques si on utilise des agents halogènes. Ils sont plus efficaces lorsque l'anesthésie est intraveineuse pure que lorsque l'anesthésie est réalisée à l'aide d'agents d'inhalation. Alors les causes de cet échec relatif sont multiples. D'une part, l'incidence du réveil anesthésique accidentel est faible. On considère qu'elle tourne aux alentours de 2 pour 1000 anesthésies, toutes procédures confondues. Il faut donc étudier des cohortes importantes de patients pour démontrer un effet bénéfique de telles mesures préventives sur l'incidence du réveil anesthésique accidentel. D'autre part, ces index et leurs valeurs peuvent être perturbés par de nombreux facteurs confondants qui en perturbent l'interprétation, tels que la présence d'artefacts électriques, certaines variabilités de la valeur de l'index, une variabilité interindividuelle dans une même situation clinique. Le site d'enregistrement a également son importance. Certains contextes cliniques comme l'ischémie cérébrale perturbent très fort évidemment l'interprétation de ces valeurs. De même que les cocktails que l'on utilise pour anesthésier nos patients. Il existe de nombreuses interactions médicamenteuses et la valeur à un moment donné de l'index dans le contexte d'une polymédication n'est pas toujours facile à interpréter. D'autre part, les paramètres qui ont été choisis pour leur calcul ne sont pas spécifiques de la conscience. Ils ont été choisis simplement parce qu'il existait une corrélation entre leurs valeurs et la concentration d'agents anesthésiques utilisés, mais ils ne sont pas réellement spécifiques des phénomènes conscients. Enfin, la définition des objectifs à atteindre est assez récente. Je vous parlais de contenu conscient, de connexité, de réactivité. Ce sont des concepts relativement récents et on doit peut-être se pencher plus sur ces distinctions pour découvrir de meilleurs moniteurs et plus spécifiques de l'une composante ou l'autre pour surveiller le patient pendant l'anesthésie. Mais ce n'est pas pour autant que ces moniteurs sont bons à jeter. En réalité, ils permettent un meilleur ajustement individuel de l'anesthésie, ils permettent une meilleure stabilité globale de l'anesthésie et ils permettent aussi de prédire avec plus de précision le moment où le patient va se réveiller une fois que la procédure est terminée. Enfin, ils permettent aussi moins d'épisodes de surdosage en cours de procédure. Mais l'avenir va peut-être voir un certain progrès dans ce domaine, puisque de nouveaux paramètres sont proposés pour monitoriser spécifiquement certains aspects de la conscience, et notamment la connectivité fronto-pariétale dont je vous parlais tout à l'heure, et le Symbolic Transfer Entropy en est un exemple. Elle permet de surveiller spécifiquement cette connectivité fronto-pariétale, de même que la permutation entropy. L'EEG à haute densité couplée à la TMS pourrait s'avérer aussi intéressante dans le domaine pour justement explorer cette connectivité fronto-pariétale. Enfin, trouver les marqueurs de la connexité est moins évident, mais il semble que certaines composantes tardives de potentiel évoqué soient intéressantes dans le domaine. Et en ce qui concerne la réactivité, des auteurs ont récemment démontré que des analyses complexes de distribution de phase et d'amplitude de l'EEG sont bien corrélées à la possibilité qu'un patient a réagi à un stimulus extérieur. Ceci termine mon exposé. J'espère avoir pu vous faire apparaître qu'un certain nombre de progrès importants ont été récemment acquis dans la compréhension des mécanismes de la conscience grâce à l'étude fonctionnelle du cerveau, notamment sous anesthésie générale, et que nous avons fait certaines avancées dans la compréhension de l'anesthésie et de ses mécanismes. Nous devons encore travailler pour obtenir un tableau plus complet des modifications de connectivité observées sous anesthésie et faire les différents liens dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les cibles biochimiques, les circuits endogènes du sommeil et les différents états cliniques. Et il existe un certain nombre de perspectives intéressantes en termes de monitoring de la conscience qui s'avérera sans doute dans un prochain avenir beaucoup plus spécifique. Et ça c'est encore du domaine de la science-fiction,
mais on peut imaginer, sur base de ces nouvelles connaissances, de développer de nouvelles techniques de modulation de la conscience, qu'elles soient pharmacologiques. Je vous remercie de votre attention et je termine en remerciant toutes les personnes qui m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui. Elles sont citées ci-dessus. C'est une liste non exhaustive et dans le désordre. Cette photo aussi représente l'équipe au centre de recherche du cyclotron à Liège qui s'intéresse à la conscience et qui a contribué à la réalisation de toutes ces études. C'est une équipe multidisciplinaire impliquant des neurologues, des neuropsychologues, des ingénieurs, des informaticiens, des chimistes. Une équipe très complexe et qui fonctionne très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Je sais pourquoi quand on m'a opéré d'un appendicite il y a longtemps, je n'ai rien senti. Bien. Questions et commentaires de votre part? Oui. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette belle présentation. Je peux parler sans micro. Donc, je voudrais vous féliciter pour cette belle présentation et je voudrais poser une question que vous n'avez pas abordée, peut-être que vous n'avez jamais fait, c'est le problème de la relation entre ce que vous appelez la conscience et, disons, les facteurs moteurs. Donc, la réaction motrice. Est-ce que vous avez pu aborder cette question-là? Pas spécifiquement dans notre équipe de recherche, mais il y a un certain nombre d'éléments dans la littérature qui font penser qu'une simple réaction motrice sous anesthésie est peut-être simplement un réflexe à un niveau très bas dans le névrax, fait intervenir des circuits réflexes complètement sous-corticaux. Je prendrai l'exemple, il y a des études qui ont été faites pour étudier l'incidence du réveil paranesthésique accidentel dans des populations à risque, par exemple chez les femmes enceintes qui subissent une césarienne sous anesthésie générale. Et il y a des auteurs qui ont utilisé la technique de l'avant-bras isolé, c'est-à-dire qu'ils gonflaient un garrot ici sur le bras avant d'injecter leur curare. Ils anesthésiaient les patientes et à intervalles réguliers demandaient aux patientes de serrer la main. Ils ont obtenu un nombre impressionnant de réponses en cours de procédure, mais avec pas nécessairement de souvenir explicite de l'événement. Et donc ce sont tous des éléments qui... C'est complexe en fait. Il y a le problème de la mémorisation, il y a le problème de percevoir l'environnement, et il y a le problème des réactions simplement réflexes suite à une stimulation extérieure. On n'a pas encore le tableau complet sous anesthésie. Ma question concerne surtout un aspect qu'on pourrait qualifier de quantitatif au point de vue spatial ou volumétrique. Par exemple, on pourrait faire allusion aux modifications de l'émission de l'hémoglobine en réponse à des modifications de la dépense énergétique. Je voudrais savoir quelle est la quantité ou le volume de tissu minimal pour pouvoir détecter cela par les la résolution spatiale de la résonance magnétique fonctionnelle est de l'ordre, si je ne me trompe pas, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais est de l'ordre de quelques millimètres. Oui, monsieur Bress. Merci pour cet exposé et pour ces développements récents. Je voudrais poser deux questions. La première est relative à la kétamine. C'est intéressant de voir qu'une substance déjà très ancienne est encore intéressante actuellement pour ce genre d'études. Et je voudrais demander à ce sujet-là, est-ce que vous n'avez pas certains effets psychostimulants post-anesthésie avec la kétamine? C'est une question qui tracasse les anesthésistes parce que c'est une molécule qui est très couramment utilisée actuellement, pas seule, hein, on l'associe généralement avec un autre hypnotique plus classique comme du propofol ou une benzodiazépine, de manière à limiter ces phénomènes oniriques dont je vous parlais tout à l'heure.
Et certainement qu'en post-opératoire immédiat, la kétamine peut favoriser une certaine forme de délirium en salle de réveil. Mais à long terme, il y a vraiment peu d'arguments pour dire que ça peut avoir des conséquences cognitives chez les patients à long terme. Et il y a notamment une étude au cours de laquelle les auteurs l'avaient utilisée même chez la personne âgée et à faible dose, à but antalgique dans le cadre d'une analgésie balancée. Et ils n'ont pas démontré, ils ont étudié une cohorte très importante de patients, ils n'ont pas pu démontrer d'effets à long terme, d'effets cognitifs à long terme avec la kétamine. J'aurais une deuxième question. Étant donné l'importance des dopaminergiques, avez-vous eu l'occasion d'étudier les effets de substances comme le thalamonane ou le droguéridone qui ont des effets? Oui. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Nous avons étudié d'autres molécules que celles dont je vous ai parlé ce matin. Nous avons utilisé notamment le xénon et la dexmédétomidine. Mais l'analyse des données accumulées est toujours en cours et je ne suis pas en mesure de vous montrer des résultats actuellement. Mais ça pourrait être effectivement intéressant. Alors, on prend deux questions, une de M. Carlier et une de M. Bonnet. Nous pourrons arrêter après. Il y a quelques années, il y a eu, je crois, une publication montrant que si on faisait des anesthésies répétées chez la souris, apparaissaient des modifications dans l'expression des protéines tau et des problèmes très importants de mémoire, mais qui étaient devenus irréversibles. Alors ma question est, est-ce qu'il y a des informations à l'heure actuelle de cela chez l'homme? Est-ce que des associations entre la répétition, les effets à long terme de plusieurs anesthésies répétées, quels sont ces effets et s'il y a eu des études montrant une association avec Alzheimer ou avec Jacob-Louis, c'est évidemment une question importante et qui tracasse beaucoup les anesthésistes actuellement. Il faut distinguer deux choses. L'anesthésie du jeune enfant ou même du prématuré et l'anesthésie de la personne plus âgée, qui sont les deux populations, je dirais, qu'on aurait tendance à considérer comme plus à risque de développer des séquelles suite à des anesthésies répétées. Effectivement, chez l'animal, il y a beaucoup d'arguments qui font penser que des anesthésies répétées ne sont pas bonnes pour le développement cérébral. La transposition aux données humaines n'est pas évidente. Il y a certaines études de cohorte à long terme qui ont montré que des enfants qui avaient subi des anesthésies répétées dans leur prime enfance avaient sans doute un développement psychomoteur et des performances cognitives peut-être moins bonnes que d'autres. Mais il n'est pas facile de faire la distinction entre l'effet de l'anesthésie en tant que telle et le fait qu'ils aient subi ces anesthésies parce qu'ils étaient malades dans leur enfance et qu'ils en avaient besoin et que c'est en fait ça qui a provoqué les répercussions au niveau du développement psychomoteur. Chez la personne âgée et une éventuelle relation avec la démence ou la maladie d'Alzheimer, actuellement il n'y a aucun argument qui permette de penser que ce soit le cas. Je ne saurais pas vous détailler toute la littérature concernant ce sujet-là, mais c'est un sujet qui tracasse et il y a des task force dans les groupements d'anesthésistes européens, américains et même mondiaux qui s'intéressent à la question et qui ont démarré des études à très large échelle pour étudier ce phénomène, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'argument pour penser qu'il y ait un lien entre l'anesthésie et le développement éventuel de démence. Dernière petite question. Deux questions. Deux demi-questions. La demi-question concerne M. Carlier. En fait, c'est la réversibilité. Parce que l'expérience clinique chez les personnes âgées accomplie en cérébral-effectivement, on peut avoir après l'anesthésie, avoir des symptômes confusionnels prolongés, parfois plusieurs semaines. On peut toujours dire, comme tu viens de dire, que c'est lié à la procédure elle-même, à sa difficulté à s'enfuir, etc. Enfin,
elles ne sont pas forcément d'accord. Et donc, moi, je me pose la question de la déconnexion induite par les agents pharmacologiques. Est-ce qu'elle est toujours réversible ou est-ce qu'elle est suffisamment réversible chez les gens normaux pour être asymptomatiques et chez les gens anormaux devenir symptomatiques? Ça, c'était le premier commentaire. Et le deuxième commentaire, Vincent, c'est dans ton diagramme classique, vigilance-conscience. Les agents anesthésiques agissent surtout sur la conscience, finalement, et beaucoup moins sur la vigilance. Parce que tu as mis l'anesthésie générale dans le coin inférieur gauche comme le commun. Et avec ce que tu dis et la déconnexion fonctionnelle corticale, on aurait plutôt tendance à dire que ce sont des agents qui suppriment la conscience et moins la vigilance. Comment dire? Oui. En ce qui concerne la déconnexion réversible, c'est évidemment un point intéressant. Et on sait d'ailleurs que la dynamique des processus à l'induction de l'anesthésie n'est pas la même en termes de fonction cérébrale et d'activité neuronale qu'au moment du retour vers la conscience. La séquence des événements, c'est pas simplement on-off où ça ne suit pas la même séquence en sens inverse. D'ailleurs, ce problème de délirium post-opératoire tracasse les anesthésistes. Décidément, ils se tracassent beaucoup. Mais il y a des hypothèses qui disent que le délirium pourrait être lié à un retour trop précoce de la connexité avec l'environnement, alors que le contenu mental n'est pas encore suffisamment performant, et donc que ça perturberait les patients et qu'ils seraient délirants à cause de ça. Donc il y a des projets d'études qui veulent favoriser l'utilisation d'agents qui vont permettre le retour du contenu mental avant le retour de la connexité pour éviter ce problème de délirium post-opératoire. La deuxième question, c'était... Oui. Moi, j'ai tendance à penser, depuis que je m'intéresse à ce domaine, que tout est évidemment en fonction de la dose, mais que l'effet est d'abord cortical, donc sur le contenu conscient, avant d'être un effet sur le niveau de vigilance. Bien, il nous reste donc à remercier Vincent Bonhomme.